Allez, nous voilà repartis pour la question 5. Alors, la question 5. Allons-y. Bon, il ne va pas y avoir grand-chose comme calcul. Ça va être tranquille, la question 5. Donc, j'efface ce qu'on avait mis. Voilà. On va considérer que vous avez à peu près tous les résultats en tête. Moi, je les ai en tous les cas, donc ça devrait aller. Voilà. Alors, l'idée, maintenant, c'est de vérifier qu'on va pouvoir faire passer tous les fils dans le circuit magnétique. Alors, je vais le redessiner, le circuit magnétique, là en dessous. Voilà, il est comme ça. Voilà. Et les fils, alors comment ils sont les fils? Eh bien, les fils, ils sont de section ronde en général, hein, ça n'existe pas trop. Bon, c'est vrai pour la plupart des transfos, même s'il y a des fois il y a des transfos dont les fils ont des sections rectangulaires, mais c'est assez rare. Voilà. Donc quand je fais passer un fil, en fait, là, ça fait un rond comme ça, qui occupe de l'espace. Ensuite, je fais deux spires comme ça, donc j'ai encore un rond. Alors, c'est beaucoup plus petit que ça, hein, mais je grossis les ronds. Voilà. Voilà. Et normalement, je devrais en dessiner 1650. Évidemment, je ne vais pas en faire 1650, puisque voilà, l'important c'est de raisonner. Allez, je fais quelques ronds comme ça. Et puis après, une fois qu'on a bobiné tout ça, eh bien, en général, on s'autorise à faire plusieurs couches. C'est-à-dire, ça marche tout à fait très bien hein, si on bobine les couches les unes sur les autres. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a la même chose qui passe là et là. Voilà. Alors ça c'est du... Donc ça c'est des fils d'enroulement primaires. Et puis il y a les fils d'enroulement secondaires. Alors généralement les fils d'enroulement secondaires, moi je me suis un peu étalé là, mais normalement ça devrait être en face. Le secondaire, des fois on met un petit isolant sur la bobine qui est là, puis après on met les fils du secondaire. Alors je vais les faire beaucoup plus gros, puisqu'ils passent beaucoup plus d'ampères dans le secondaire. Donc on les fait passer, comme ça, puis on en met d'autres. Voilà. Et puis on les retrouve ici. Voilà. Alors j'ai mis deux couches, mais normalement, et ouais, enfin bon, peu importe. Okay. Moi aussi je m'étale un peu plus, mais je ne devrais pas. On va me comprendre l'idée. Voilà, et souvent, oui, il y a, entre le primaire et le secondaire, on met un isolant. Même si chacun des fils, en fait, voilà, quand on fait le tour d'un fil, ici, il y a une petite pellicule d'isolant autour de chacun des fils. Voilà. C'est une pellicule d'émail, c'est un isolant qui résiste bien à la température, en fait. On appelle ça du fil émaillé. Voilà. Donc on fait tout ça, et là, on va essayer d'évaluer la surface occupée par le cuivre, ici, à l'intérieur du circuit magnétique. Alors pour ça, en fait, il faudrait se tenir compte de la manière dont les fils sont agencés les uns avec les autres. Notamment les ronds, là, on peut les agencer comme ça c'est sûr, sur une colonne, je grossis. Hein. Et puis la couche d'après, on pourrait, si on voulait vraiment gagner toute la place, il faudrait les mettre en décalé comme ça. Voilà. Voilà. Si on voulait perdre le minimum de place, optimiser. Alors faire ça, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce qu'il faut vraiment ranger soigneusement les fils et tout, donc ça on n'y arrive jamais, enfin peut-être les industriels ils y arrivent bien, voilà. Mais nous on ne va pas prendre cette hypothèse-là, elle est trop compliquée à faire, et en plus les calculs sont ultra compliqués là, en fait c'est très difficile à réaliser en pratique, et les calculs sont compliqués. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une hypothèse plus simple, c'est qu'en fait on les range comme ça les fils, c'est-à-dire voilà, et ceux de la première couche et ceux de la deuxième couche. Comme ça, voilà. Et puis etc. etc. Voilà. Et en fait, il y a de la place perdue, hein, puisque là il y a un peu de place perdue. Mais en fait, pour en tenir compte, eh bien c'est comme si un fil, au lieu d'occuper seulement la surface qui correspond à sa section, eh bien il occupait, qui est circulaire, le carré dans lequel est inscrit cette surface circulaire. Et les carrés, eux, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas mis de manière des emboîtiers pour ne pas perdre de place. Donc ça se calcule très facilement. Voilà. Donc si on fait comme ça, eh bien par exemple on s'aperçoit que la surface, on va faire un calcul, hein, la surface de cuivre occupée par le... Alors S, c'est pas... SCU, on a déjà donné un nom pour ça, c'était la section. On va écrire S cuivre, d'accord. Ça va être quoi? Ça va être N une fois
ben, la surface du carré dans lequel est inscrit une section de conducteur primaire. Ben, ça c'est quoi? C'est le diamètre du fil au carré. On multiplie le diamètre par le diamètre, ça donne l'aire du carré. Donc on va écrire directement avec le diamètre, ça va nous faire, alors le diamètre je vais l'appeler V1, donc je vais ND1 au carré, voilà, plus ND2 au carré, comme ça. Pour le conducteur, l'enroulement secondaire, voilà. Et ça c'est ce qui est occupé donc par le cuivre. Voilà, ça c'est ce qu'occupe l'enroulement primaire, et ça l'enroulement secondaire. Alors après, pour nous, ce qu'on connaît, c'est pas le diamètre du fil, on connaît la section. C'est ça qu'on a calculé. Mais c'est pas très compliqué parce que, en fait, la section du fil, on a déjà dit tout à l'heure que c'était. Eh bien, si on connaît le diamètre du fil, alors, moi je connais la formule pi R2 pour un cercle, donc ça serait pi R1 carré. Voilà. Et donc, si on le fait à partir du diamètre, ça va nous faire pi. Et à la place de R1, là, je vais mettre le D1 sur 2 au carré, puisque le rayon, c'est la moitié du diamètre. Et donc, si on continue de développer tout ça, eh bien, ça nous fait pi D1 au carré sur 4. Ce qui permet de retourner la formule et d'en déduire que D1 au carré, ça sera égal à 4 sur pi fois 4 sur pi fois SCU. Okay. Voilà, et j'ai toujours pas pensé à prendre de calculatrice. C'est pas grave. Voilà. Alors le D1 carré qui est ici, je vais pouvoir le remplacer là. Et le D2 au carré, je vais pouvoir faire le même remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, de tout ça, je vais déduire que la surface utilisée par le cuivre, voilà, et bien ça va être égal à 4 sur pi, N1, que multiplie 4 sur pi, SCU1, plus N2, que multiplie 4 sur pi, fois SCU2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va effacer ça, on continue les calculs de ce côté. J'ai mon rouge qui bave. Pas très pratique pour ouvrir. On va effacer de manière plus musclée. C'est pas grave, on continue. GCU, donc on met les valeurs, hein, parce que sinon. Donc SCU, la surface occupée par le cuivre, c'est 1650 spires du primaire, que multiplie 4 sur pi. Que multiplie, je crois qu'ici on avait dit 1,67 mm2, plus 165 spires, que multiplie 4 sur pi, que multiplie, qu'est-ce qu'on a trouvé déjà comme... Ah pardon, je me suis trompé, pour ce qu'on a calculé en dernier, c'était la section primaire, c'est 0,2. Et ici, c'est la section primaire qui fait, elle, fait un 67 mm2. Voilà. Donc on va calculer séparément, dans un premier temps, les sections occupées par le primaire et le secondaire. Voilà. Alors il faut que j'aille chercher une calculatrice, parce que je n'ai pas les résultats. Ce que je vais faire, je coupe la vidéo et je la réenclenche dès que j'ai les résultats à vous donner. Et voilà. Donc j'ai fait les applications numériques. Voilà. Et j'ai trouvé... Alors... Pour l'enroulement primaire, 420 mm2 de section de cuivre à faire passer à travers le circuit magnétique et 350 pour l'enroulement secondaire, ce qui fait un total de 670 mm2. Alors la question, c'est savoir si ça va passer dans le carré qui est ici, voilà, celui-là. Alors pour ça, si ça passe dedans, on va calculer le nombre de millimètres carrés qu'il y a à l'intérieur de ce carré. Et donc on reprend les dimensions. Hein. Donc ici, on sait que il y a 12 cm, d'après l'énoncé, c'est ça, voilà. Et puis on sait aussi que la section du circuit magnétique, ici c'est 2 cm, ici c'est 2 cm. Donc pour avoir le côté du carré ici, il suffit de retrancher 2 cm de chaque côté, ce qui nous fait ici 8 cm. Voilà. On a donc
pour faire passer les fils de cuivre, hein, on dispose donc d'un carré de 8 cm de côté. Et donc dans ce carré de 8 cm de côté, eh bien, on a une surface disponible de, alors 8 cm par 8 cm, hein, mais comme on est en millimètres carrés, on va faire 80 mm x 80 mm. Voilà, 8 x 8, 64, ça nous fait 6400 mm². Alors 6400 mm², alors que notre besoin c'était 770 mm². La conclusion de ce calcul, c'est que ça passe très largement. Ça veut dire qu'en fait, on a largement la place de faire passer tous les fils. Là. Il y a même beaucoup d'espace vide ici, hein, puisque ce qui va être occupé, c'est à peu près 1/10 de l'espace disponible. Voilà. Alors on pourrait avoir quelques regrets de ne pas avoir occupé tout l'espace, parce que en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu mettre des fils de section plus grosses, et si on avait mis des fils de section plus grosses, on aurait pu faire passer plus d'ampères dedans, et si on avait pu faire passer plus d'ampères dedans, eh bien ça veut dire qu'au lieu de faire un transfo de seulement 220 volts ampères, eh bien on aurait pu faire un transfo de quasiment 10 fois plus, mettons à peu près 2000 volts ampères, voilà, avec ce circuit magnétique. Donc en fait la conclusion de ce calcul, c'est que le circuit magnétique qui est proposé ici, eh bien il est complètement sous-utilisé par rapport à ses possibilités. Voilà. Alors, bien évidemment, pour les transfos industriels, hein, c'est jamais le cas. Hein. À chaque fois, le circuit magnétique est parfaitement adapté à la puissance du transformateur qu'on veut réaliser. Voilà. Donc, ce que ferait un industriel, hein, surtout, il ne prendrait pas un circuit magnétique aussi gros pour réaliser un transformateur aussi peu puissant. Voilà. Alors, il y a un point de détail maintenant que j'aimerais regarder avec vous, enfin un point important. C'est se poser la question de savoir pourquoi l'enroulement primaire, ici, occupe plus de place et nécessite plus de cuivre que l'enroulement secondaire. Voilà. Donc ça, c'est une question de fond. Alors certains pourraient se dire, bah, c'est parce qu'il y a plus de spires. Voilà. Mais en fait, il y a plus de spires et moins de courant, etc. Et la raison, c'est pas ça. Si on voulait, pour connaître bien la raison, il faudrait refaire le calcul, mais en négligeant le courant magnétisant. Parce que le courant dans le primaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était 1,2 ampères. C'était la somme du courant transformé qui faisait 1 ampère, qui s'appelait M fois I2, là, plus le courant magnétisant qui faisait 0,2 ampères. Et bien, si on néglige le courant magnétisant, on dit qu'il n'existe pas. Voilà. Et bien, dans ce cas-là, on va trouver que, et on refait tous les calculs, donc il n'y a que 1 ampère au maximum dans le primaire. Et là, on va trouver que le primaire, eh bien, il occuperait non plus 420 mm², mais 350 mm², exactement comme le secondaire. Voilà. Alors vous pouvez le faire, un calcul, hein, vous verrez, il n'y a pas de souci, vous avez tous les éléments pour le faire. La conclusion de ça, c'est qu'en fait, l'enroulement primaire occupe plus de place et nécessite plus de cuivre, parce que c'est lui qui va encaisser le courant magnétisant. Voilà. Et donc ça montre quelque chose qui est intéressant d'un point de vue physique et technologique. Enfin, quand on compare l'aspect physique et technologique d'un transformateur, mais c'est valable à peu près pour n'importe quel objet technique, c'est que d'un point de vue physique, eh bien, un transformateur, c'est parfaitement réversible. C'est-à-dire que on peut utiliser celui-là en mettant du 220 volts ici sur V1, et on récupérera du 22 volts sur V2. Ça, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Mais en fait, ça fonctionne parfaitement à l'envers, enfin presque parfaitement à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut injecter du 22 volts sur V2, et on va récupérer du 220 volts sur V1. Voilà. Dans un cas, on a un transformateur dit abaisseur, et dans l'autre cas, un transformateur élévateur. Voilà. Mais donc, a priori, on pourrait dire que l'enroulement rouge pourrait être l'enroulement primaire et l'enroulement bleu, l'enroulement secondaire. Voilà, on pourrait inverser les rôles des enroulements. Voilà. Mais il faut bien comprendre que en fait, le transfo tel qu'on l'a conçu, eh bien, c'est l'enroulement primaire qui est prévu de pouvoir encaisser le courant magnétisant et donc qui sera un peu plus gros. C'est donc conçu comme il est ici technologiquement, eh bien, il y a une asymétrie, c'est-à-dire que il est vraiment prévu pour être alimenté par V1 et non pas par V2. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser maintenant et qui est aussi intéressante et qui finalement se pose dans des cas concrets, c'est admettons qu'on dispose donc d'un transformateur hein, comme celui-là qui a été conçu pour être alimenté par V1 et supposons qu'on voudrait l'utiliser en transformateur élévateur, c'est-à-dire pour une raison X ou Y, c'est-à-dire essayer de l'alimenter par V2 alors qu'il n'a pas été conçu pour ça. Alors, il n'a pas été conçu pour ça. Eh bien, qu'est-ce que ça va? Est-ce que c'est possible déjà? La réponse est oui. Mais vous allez voir qu'en fait, on ne pourra pas l'utiliser
à la puissance qui est indiquée au cahier des charges ici. On va être obligé de déclasser et dégrader la puissance qu'on pourra éventuellement, dont on pourra éventuellement disposer sur V1, enfin sur l'enroulement 1, voilà, au niveau de V1. Alors comment ça se passe? Pour décrire ça, ça va être relativement simple en fait. Si on l'alimente par ici, par exemple, et qu'on branche rien là sur V1, voilà, eh bien il va y avoir. Alors je vais refaire le schéma équivalent du transfo pour que vous compreniez bien, parce que sinon vous risquez pas de comprendre. Parce que c'est ça que j'ai en tête hein, quand je donne l'explication. Donc je le refais là, vite fait. La selle magnétisante, voilà. Et puis cette fois, on va alimenter le transfo, donc il a son rapport M ici, voilà, qui vaut 1/10. Et cette fois, on va lui mettre un générateur de tension ici, qui fournit du 22 volts. Voilà. Et ça sera V2. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer là? Voilà, alors je rappelle, hein, ici on avait I2, ici, et bien le courant qui est ici, c'est MI2. Voilà. Impec. Donc là, on le fait fonctionner à l'envers, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on met du 22 volts ici, eh bien, côté secondaire, on va retrouver du 220 volts. Ça, c'est ce qu'on voulait. Mais voilà, et ce 220 volts, eh bien, il va s'appliquer aux bandes de LM. Donc, il y aura ici du courant magnétisant. Et le courant magnétisant, il vaudra 0,2 ampères, comme tout à l'heure, puisque la valeur d'inductance magnétisante, c'est la même. Voilà. Donc, il y aura 0,2 ampères. Ici, si on branche rien, il y aura 0 ampères. Pour le moment, on est en fonctionnement à vide, à l'envers, mais à vide, puisqu'on met 0 ampères. Et du coup, la question, eh bien, les 0,2 ampères, ils vont venir d'où? Ils vont venir de ici. C'est-à-dire que MI2, ça vaudra alors, c'est pas dans le même sens, mais de toute façon, comme on raisonne en valeur efficace, il n'y a pas de signe à mettre. Ça veut dire que ce courant vaudra 0,2 ampères. Mais si ce courant vaut 0,2 ampères, d'accord, alors que M vaut 1/10, eh bien, ça veut dire que celui-là, en fait, il vaudra 0,2 fois 10, c'est-à-dire 2 ampères. Voilà. Je vais écrire, en fait, c'est 0,2 divisé par le rapport de transformation qui vaut 1/10. Voilà. Ok. Et donc, en fait, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, que si on alimente le transformateur par V2, là, voilà, eh bien, le courant magnétisant, cette fois, il va circuler dans l'enroulement secondaire, ici, et il ne vaudra pas 0,2 ampères, mais cette fois 2 ampères, parce qu'il sera modifié par le rapport de transformation. Donc, ça veut dire que votre enroulement secondaire, ici, eh bien, même si on ne débite rien comme courant par V1, voilà, si on alimente par V2, eh bien, il y aura 2 ampères qui vont circuler dans l'enroulement 2, et ces 2 ampères, eh bien, ça sera le courant magnétisant. Donc on s'aperçoit que si on alimente par V2, cette fois, c'est l'enroulement 2 qui va devoir encaisser le courant magnétisant, et ce courant magnétisant ne sera pas de 0,2 ampères vu du secondaire, mais il sera de 2 ampères. Voilà. Et donc, comme le fil qui est ici, on l'avait dimensionné pour pouvoir conduire seulement 10 ampères, et qu'il y en a déjà 2 qui sont utilisés pour le courant magnétisant, et bien donc, pour fournir des VA ou de l'énergie sur V1, et bien, ici, on peut surajouter seulement, non pas, pas 10 ampères, mais seulement 8 ampères. Voilà. Donc en fait, ce qui est disponible par le fil pour être transformé, c'est 8 ampères seulement, voilà, au lieu de 10. Voilà. Et du coup, eh bien, les VA qu'on va pouvoir extraire ici, eh bien, ils correspondront à 22 volts fois 8 ampères, voilà, ou à 220 volts fois 0,8 ampères, puisque quand on remonte ici, si on rajoute 8 ampères ici, ça va rajouter 0,8 ampères qui correspondra au courant, cette fois qui sera débité par V1. Donc le nombre de VA dont on pourra disposer si on utilise le transformateur à l'envers, c'est-à-dire un transformateur élévateur au lieu de transformateur abaisseur, eh bien ça sera ça. Donc, alors je sais pas comment l'appeler, ça sera VA dispo, VA inverse. Voilà, pour dire que c'est un fonctionnement à l'envers. Eh bien ça sera simplement 22 volts fois 8 ampères. Donc si je fais 22 fois 8 sur ma calculatrice, 22 fois 8 égale, voilà, 176 VA. Donc la conclusion, c'est qu'on peut utiliser ce transformateur à l'envers, pas de souci,
Mais dans ce cas-là, il ne faudra plus considérer qu'il peut débiter 220 VA, mais seulement 176 VA. Il faut le déclasser. Voilà. Alors je terminerai ce bout de vidéo pour vous dire que dans le réseau électrique, il existe et des transformateurs élévateurs et des transformateurs abaisseurs. En général, sortis de centrales nucléaires, les alternateurs produisent du 20 000 volts. Le 20 000 volts est élevé grâce à un transformateur élévateur en 400 000 volts, pour la plupart des cas, et ce 400 000 volts permet de faire du transport longue distance de l'électricité. Ensuite, quand on se rapproche des utilisateurs, eh bien, on a un transformateur abaisseur qui retransforme ce 400 000 volts en 20 000 volts. Voilà. Et puis, ça fait un réseau dit haute tension, je crois quand même encore en 20 000 volts. 400 000 volts, c'est de la très haute tension. Voilà. Le 400 000 volts, ça permet de transporter l'électricité sur des milliers de kilomètres. Le 20 000 volts sur une petite centaine de kilomètres. Voilà. Et ensuite, quand on passe à l'utilisateur final, il y a de nouveau des transformateurs abaisseurs pour transformer le 20 000 volts en 400 volts ou anciennement 380 volts. Voilà. Par contre, ces transformateurs ne sont pas monophasés comme celui qu'on vient d'étudier. Ils sont triphasés puisque le réseau de transport d'énergie est triphasé. Donc je vais couper la vidéo là et je vais en faire une petite là pour vous expliquer comment on fabrique ou comment sont réalisés les transformateurs triphasés.